Ce pays si singulier qui, depuis toujours, au fond, se veut plus exemplaire que dominateur. Ce pays si singulier qui, malgré ses faiblesses et ses renoncements, garde tout au long des vicissitudes de l'histoire un statut exceptionnel de guide spirituel et moral. Car il y a indubitablement une exception française. Une exception française qui traduit cet extraordinaire compromis que la République a réalisé chez nous entre la nécessité de l'État et la liberté de l'individu, et qui ne peut s'accorder avec la normalisation, avec la banalisation qu'on veut imposer à la France au nom de la logique de Maastricht. Comme il faut bien nous apaiser, voilà qu'on nous promet de respecter les identités nationales, en cherchant à nous convaincre que ces identités sont trop fortes pour que le creuset fédéraliste les menace de disparition. Des concessions nous seront faites concernant, sait-on jamais, nos fromages et quelques-unes de nos coutumes, parce que le folklore ne dérange personne. Jamais un mouvement folklorique n'est devenu révolutionnaire. On nous laissera peut-être la Marseillaise, à condition d'en changer la parole, parce que ces farouches accents comportent des dangers et rappellent à notre peuple son histoire et sa liberté. On nous abandonnera notre langue, quitte à nous laisser le soin de la bâtardir. Alors en effet que pour tant de peuples, le français reste encore synonyme de liberté. Déjà nous nous rallions à cette idée folle que notre langue n'est rien de plus qu'une technique de communication. Déjà nous acceptons l'idée qu'il est peu rationnel de cumuler 9 langues de travail et qu'il y a là un vrai problème pour l'Europe. Or cet utilitarisme à courte vue auquel se convertissent nos élites et qui fait progresser à grands pas l'Europe fédérale, cet utilitarisme est de nature à détruire l'âme de la France. Il est d'ailleurs tout à fait significatif d'avoir choisi le mot identité pour désigner ce qu'on consent à nous laisser. Cette assurance qu'on se croit obligé de nous donner est déjà l'indice d'un risque majeur. On parle de l'identité lorsque l'âme est déjà en péril. On parle de l'identité lorsque l'espérance a déjà fait place à l'angoisse. On parle de l'identité lorsque les repères sont déjà perdus. La quête identitaire n'est pas une affirmation de soi. C'est le réflexe défensif de ceux qui sentent qu'ils ont déjà trop cédé. En ne nous laissant que l'identité, on ne nous concède donc pas grand-chose, en attendant de ne plus rien nous concéder du tout. Que veut-on mettre à la place de ce qu'il est question d'effacer? À quoi veut-on nous faire adhérer quand on aura obtenu de nous un reniement national? Sur quoi va-t-on fonder ce gouvernement de l'Europe auquel on veut nous soumettre? Sur la conscience européenne? C'est vrai que cette conscience existe. Il y a même quelque chose comme une civilisation européenne au confluent de la volonté prométhéenne, de la chrétienté et de la liberté de l'esprit. Bien sûr, nous autres Européens avons un patrimoine et toutes sortes de similitudes, mais cela ne suffit pas pour forger un État. S'il y a une conscience européenne, c'est un peu comme il y a une conscience universelle. Elle est de l'ordre du concept et n'a à voir ni avec l'âme du peuple, ni avec la solidarité charnelle de la nation. La nation française est une expérience multiséculaire. La conscience européenne est une idée et qui ne s'arrête pas d'ailleurs aux frontières de la communauté. Et l'on ne bâtit pas un État légitime sur une idée abstraite, encore moins sur une volonté technocratique. Ainsi, l'État fédéral européen manquerait de fondements réels et de justifications profondes. Ce serait un État arbitraire et lointain dans lequel aucun peuple ne se reconnaîtrait. Les plus lucides des fédéralistes européens le savent bien, et ils ont une réponse toute prête. Il s'agit de l'Europe des régions, laquelle présente le double avantage de rapprocher, disent-ils, le pouvoir du citoyen et de mettre hors jeu, ça c'est sûr, les États nationaux.
Seulement voilà, ce fédéralisme régionaliste signifierait à coup sûr la fin de notre République. Ce serait anéantir 10 siècles de volonté d'unification du pays, 10 siècles de rassemblement des provinces, 10 siècles de lutte contre les féodalités locales, 10 siècles d'efforts pour renforcer la solidarité entre les régions, 10 siècles d'obstination féconde pour forger de génération en génération une authentique communauté nationale. Qu'en adviendra-t-il à terme? Eh bien, on remplacera les quelques frontières nationales existantes par une multitude de frontières locales invisibles, mais bien réelles. On formera de petites provinces là où il y avait de grands États, avec autant de communautés crispées sur leurs égoïsmes locaux. On laissera les régions riches devenir toujours plus riches et les pauvres devenir toujours plus pauvres. On confiera les affaires des notables que le gouvernement fédéral, du fait de son éloignement et de son manque de légitimité, ne pourra contrôler, pas plus que ne pourront le faire les gouvernements nationaux, politiquement affaiblis et limités dans leurs compétences. Ce sera le grand retour des féodalités, lequel, je vous le concède, a déjà largement commencé. Ce sera pour le coup cette Europe des tribus que nous dit tant redouter Monsieur le Président de la République. Il n'y aura plus en France de redistribution, de péréquation, d'aménagement du territoire. Viendra la règle du chacun pour soi et de Dieu pour personne. Se noueront des relations de région à région par-dessus la tête des États. C'est déjà entamé. Ce sera le contraire de la République et ce sera le contraire de la démocratie. Ceux-là même qui ont multiplié les échelons d'administration nous disent maintenant qu'il y en a trop, qu'il faut en supprimer pour rationaliser, pour simplifier. Il y a trop d'échelons comme il y a trop de communes. Et même s'il n'y a pas de calcul, s'il n'y a pas de préméditation, même si M. Delors est probablement sincère quand il déclare qu'il ne veut pas faire disparaître les nations, l'engrenage qui se met en place est tel qu'au bout du compte, ce n'est pas le choix entre le département et la région qui s'imposera dans la multiplicité des échelons du pouvoir, mais c'est l'escamotage de l'État-nation qui se décidera. Et l'idée fait subrepticement son chemin. Déjà, les régions traitent directement avec Bruxelles pour quémander des subsides. Déjà, elles s'allient entre elles pour organiser des groupes de pression à l'échelon communautaire. Déjà voient le jour des politiques régionales qui ne tiennent plus aucun compte des impératifs nationaux. Et voilà que se crée à Bruxelles un comité des régions qui n'a pas encore beaucoup de pouvoir, mais qui se présente déjà comme organe de représentation. C'est la manifestation ouverte d'un dessein régionaliste qui ne prend même plus la peine de se déguiser, mais dont, comme toujours, on dissimule les véritables ambitions. Là encore, si nous sommes tellement vulnérables, la faute en est due à notre propre renoncement. Un renoncement qui se situe dans la dérive d'une décentralisation mal conçue et mal maîtrisée, dont la perspective de l'Europe des régions fait apparaître tout à coup les immenses dangers. Nous avions pourtant choisi la décentralisation, pas la désintégration. Les choses vont-elles donc continuer à se défaire sans qu'à aucun moment le peuple français ne soit consulté?